Continuer sur le sujet de la data et de l'IA avec un beau titre, là je trouve, éclairer l'avenir avec la data et l'IA dans le cloud, avec Pierre Doucan qui est expert data IA cloud justement chez Accenture. Bonjour Olivier. Bonjour, merci en tout cas de nous avoir rejoint au plateau. Merci pour votre invitation. Alors quand on parle de data IA, un peu quels sont les challenges que doivent relever les entreprises pour accélérer leurs projets? Alors, au départ, il y a un paradoxe en fait entre l'IA et la data. Parce que la data, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on manipule depuis toujours. Et l'IA conserve cet aspect de nouvelles technologies. Un peu de boîte noire. Un petit peu de mystère, voilà, exactement. Donc, le naturel dans ce cadre-là, c'est de se lancer dans des proof of concept pour expérimenter et pour voir ce qu'on peut faire avec de l'IA. Le challenge, c'est que si on collectionne l'époque, on se prive des taux de croissance augmentés qu'on observe chez les entreprises qui arrivent à scaler à l'échelle, et donc on se prive d'un potentiel de croissance de plus de 30%. Alors les challenges, on en voit principalement trois. Le premier, il est d'ordre stratégique. C'est le plus important. Oser définir une stratégie de la data et de l'IA, c'est-à-dire se poser des questions telles que comment est-ce que la data et l'IA transforment les besoins de mes clients, changent leurs attentes. Est-ce que ces technologies modifient le périmètre, le paysage concurrentiel de mon entreprise? Est-ce que je garde mes avantages compétitifs ou pas? De la même façon, est-ce que ça transforme ma façon de travailler en interne, mes processus? Le second challenge, il est d'ordre technologique, le choix d'une plateforme, les précédents en ont déjà abondamment parlé, mais surtout le choix d'une gouvernance. Parce que la gouvernance va donner confiance à la fois dans la data en interne dans l'entreprise et dans les résultats des calculs de l'IA. Et puis le troisième challenge, il est probablement d'ordre culturel. Là, on touche à l'humain, on est sur le plus long terme. Comment transformer la façon de penser? Traditionnellement, on est sur des projets de développement et de déploiement en IT qui s'étalent sur plusieurs années, avec des phases de conception qui peuvent être extrêmement longues. Avec l'IA, avec la data, on va voir qu'on est sur des cycles de progrès beaucoup plus courts, où on teste, on évalue. Donc là, la vocation d'Accenture dans ce cadre-là, c'est d'aider nos clients à relever ces trois challenges pour leur permettre d'innover et pas uniquement de chercher des économies de coûts ou des optimisations. Alors relevons ces challenges. Quelle approche doivent-elles mettre en place? Et pas simplement technique, mais aussi au niveau des process qui peuvent être mis en place. Très bien. Alors, je formule une réponse dans le cadre général, bien entendu, et ensuite, à chaque fois, il est important de la contextualiser. L'approche générale, nous, on pense que c'est d'aller dans le cloud. C'est pour ça qu'on a créé une organisation qu'on appelle Cloud First, qui est là justement pour soutenir cet effort. Parce que c'est le cloud, au départ, qui a rendu possible l'IA et qui a créé ce volume de données qui s'auto-alimente. Donc, pour aller dans le cloud, il faut penser à quel type de cloud est-ce qu'on veut viser. Aujourd'hui, on n'a pas des clouds différents les uns à côté des autres. Nous, on le voit comme un continuum. Si je pars du cœur de l'entreprise avec probablement ces applications on-premise, on peut petit à petit aller vers le cloud pour aller vers le client final, vers l'utilisateur, vers la source et la destination des données, par différents moyens. On peut faire du cloud public, du cloud privé, du cloud hybride, du multi-cloud. Voilà. Maintenant, il y a même le cloud edge, qui reporte à la frontière de l'entreprise un certain nombre de workloads applicatifs pour ne pas tout avoir à supporter en interne. Donc, justement, le premier moyen, c'est de se positionner par rapport à ce continuum du cloud. Ensuite, on peut y aller de différentes façons avec des stratégies greenfield, c'est-à-dire qu'on crée de nouvelles applications, de nouveaux produits, de nouveaux services directement dans le cloud, ou alors au contraire, on transitionne progressivement en modernisant l'existant et puis en l'envoyant dans le cloud petit à petit. De la même façon, au niveau de la donnée, il faut s'équiper en termes de données pour construire des plateformes de données de façon à acquérir la donnée, à la traiter et à pouvoir ensuite l'exploiter et la diffuser. Donc, si je regarde ce move to cloud qui permet finalement de rendre possible l'IA et son usage de la data, chez Accenture, on aide nos clients, par exemple, avec un produit qui s'appelle MyNav, qui permet de scanner une architecture applicative existante et à partir de là, de simuler les différents scénarios possibles de passage dans le cloud pour faire des évaluations et ensuite pour définir des roadmaps. Et une fois qu'on exécute ces transformations, bien sûr, on peut positionner des offres, cette fois, qui sont directement qui utilisent directement l'IA et la data pour valoriser cette information. Alors, moi, je travaille principalement avec Google Cloud. Et dans ce cadre-là, par exemple, je pense aux offres de type Smart Factory qui permettent
de déposer des capteurs dans l'usine, tout au long de la chaîne, sur les machines, pour mesurer la qualité des opérations, faire de la prédiction sur les pannes qui peuvent se produire, etc. Donc avoir une sorte de digital twin, un jumeau numérique de l'usine pour la piloter en temps réel avec la masse de données qu'elle génère. Très bien. Alors comment on intègre justement les moteurs de machine learning, voire d'IA, et pour quel type d'usage? D'accord. Alors, les moteurs de machine learning et d'IA, repartons de la base, sont là pour traiter essentiellement de l'information non structurée. Votre interlocuteur précédent a rappelé les volumes en zeta-octets de données qui sont disponibles aujourd'hui et qui ne font que croître, et on est d'accord sur les chiffres. Je pense d'ailleurs que ce sont des évaluations par IDC. Oui, mais on a eu en introduction avec l'explosion en fait voilà, du marché avec Thierry. Ouais. Voilà. Donc, à partir de là, on doit trouver les solutions technologiques qui permettent de gérer cette data non structurée, donc le texte, par exemple les emails, les images, les vidéos, les sons. Pour ce faire, il faut réunir tout simplement des talents. Donc des data scientists, des data ingénieurs qui vont travailler sur les modèles, qui vont travailler sur les data pipelines, mais pas que. Dans les phases d'entraînement, par exemple, on a beaucoup besoin de travailler avec les gens du métier qui connaissent la réalité de l'usage des données et qui sont capables d'aider à l'entraînement des machines, parce que gardons en tête que les robots, aussi performants soient-ils, n'ont pas de sens commun. Je renvoie au livre de Yann Lequin sur la question. Donc on a bien cette complémentarité homme-machine qui doit s'établir, et puis il y a d'autres fonctions qui sont extrêmement importantes, même quand on fait de l'IA, c'est le juridique par exemple, pour vérifier la conformité de l'usage des données qu'on fait, la protection de la vie privée, etc. Alors, en termes d'usage là-dessus, par exemple, on peut penser à des applications de machine learning, c'est un petit peu mon domaine, dans le domaine du natural language processing, pour automatiser la relation client. Comme vous le savez, on développe des agents conversationnels de façon à traiter en automatique les conversations les plus simples et traiter avec des conseillers faits de chair et d'os les conversations qui demandent plus d'empathie, plus de sens commercial. On est vraiment vers le contact center augmenté. Absolument, ça, un peu l'idée. On va pas revenir sur la partie technique, on en a beaucoup parlé, oui. Sur l'outillage, les stacks techniques, tout ce qu'il faut pour traiter un peu ces données. Mais ce que je voudrais aller voir un peu, c'est insister un peu sur la culture data au sein de l'entreprise IA, puisque vous en avez parlé, là, c'était le troisième point. Comment on insuffle en fait cette culture data au sein de l'entreprise? Alors, il n'y a pas de réponse unique, mais effectivement, la culture data, on en parlait en introduction, c'est d'accepter en fait cette démarche de test and fail, de test and try, qui permet de définir petit à petit les nouveaux usages qu'on va pouvoir découvrir et faire le tri entre ceux qui fonctionnent, qui apportent de la valeur, et ceux qui, au contraire, ne le sont pas. Alors, en matière de data et d'IA, je crois qu'il faut perdre de vue l'idée qu'il y aurait des gourous, des sortes de data scientists géniaux. Certes, on en a besoin de leur expertise, mais c'est pas de cette façon-là qu'on définit une culture. La culture doit quelque part partir du haut. On voit l'IA, on voit la data et le cloud comme un sport d'équipe. Donc, s'il faut marier les talents, il faut un chef d'équipe à un moment donné, et on observe que les sociétés qui mettent en place des chief data officers, justement, sont assez successful en la matière, parce que, de par son exposition au niveau COMEX, il a une vue sur l'ensemble des métiers de l'entreprise. Il peut détecter quels sont les besoins et partager avec ses pairs, justement, les nouvelles procédures qui vont permettre de travailler. D'autre part, il a besoin d'être entouré par une équipe, et on observe que là, ce sont les data factories ou les IA factories qui donnent de très bons résultats, puisqu'elles permettent, avec des degrés de centralisation plus ou moins variés, de partager des pratiques, d'éviter de refaire éternellement les mêmes essais, et donc de partager celles qui marchent au sein de l'entreprise. Tout ça, ça permet de définir une culture. Encore une fois, on quitte le modèle en V traditionnel. On va vers l'agilité, mais il faut que cette agilité donne des résultats. Voilà, et on obtient ces résultats dans le partage. Alors, et puis ça revient à ce que vous disiez, ça doit s'inscrire dans la stratégie d'entreprise. Quand vous parliez du rôle du CDO au plus haut, au top-down, quoi, en fait. Oui. Et en fait, tous ces projets ne sont pas sans garde-fou. Alors, vous parlez de boîte noire, on a un peu peur des algorithmes, il y a des aspects un peu éthiques. Enfin, heureusement, il y a des garde-fous dans ces projets. Quels sont-ils un peu? Alors, ils sont définis par le droit. On connaît tous le RGPD.
RGPD, son équivalent californien. En ce moment, l'Union européenne est en train de réfléchir à un nouveau règlement sur l'usage de l'intelligence artificielle, en les distinguant par niveau de risque. Donc il y aura des IA qui seront interdites, celles qui pourraient viser à contrôler les gens, à contrôler les citoyens, par exemple. À l'inverse, il y a des IA qui... Alors nous, on les interdit, mais il y a d'autres zones du monde où ils les interdisent moins. C'est probable. Après, justement, je pense, la richesse de notre droit que de s'adapter à ces nouvelles technologies de la façon démocratique habituelle avec laquelle on travaille, parce que le fait précède toujours le droit, et c'est valable évidemment avec nos technos. Puis bon, il y a différents types d'usage de l'IA qui demanderont différents engagements, différentes responsabilités de la part des entreprises. Après, il y a d'autres domaines au niveau de l'éthique. Il y a aussi la durabilité. Concernant la data et l'IA, on l'a dit, tous vos intervenants précédents l'ont dit, on manipule de très forts volumes, ça veut dire qu'on génère énormément de consommation électrique. Il est important de le faire de façon responsable. À l'échelle du monde, on estime que l'industrie digitale, ça représente 4% des émissions de gaz carbonique. Donc, nous, ce qu'on pousse chez Accenture, c'est un usage responsable de la donnée, le concept de juste data nécessaire. C'est un équilibre, c'est un chemin de crête en fait, entre les usages, la sobriété, enfin c'est pas forcément évident. Alors, pour conclure un peu ce qu'on doit retenir, comment aller un cran plus loin, enfin crever un peu le plafond de verre pour passer à l'échelle de ces projets data IA. Alors, effectivement, dans notre dernière étude qui est disponible en ligne sur notre site, on remarque que pour plus de 86% des chefs d'entreprise, il n'y a pas de débat. L'IA et la data sont au cœur des enjeux stratégiques des entreprises, mais pour 9 dirigeants sur 10, c'est-à-dire à peu près la même proportion, ils constatent que c'est difficile effectivement de passer à l'échelle. Donc nous, ce qu'on observe, c'est que le passage à l'échelle se fait en transformant la façon de regarder ces technologies IA data, se convaincre qu'elles fonctionnent. L'époque, c'est bien, ça permet de démarrer, mais ensuite il faut renverser la vapeur. Donc il faut l'organiser en top-down. Et puis aussi un autre principe fondamental, c'est que, vous l'avez dit, l'IA, ce n'est pas magique. C'est-à-dire que une fois qu'on a détecté les bons cas d'usage, il ne faut pas avoir peur de lui accorder les budgets nécessaires et le temps nécessaire pour arriver à faire mûrir les solutions. Alors, on peut s'appuyer sur des solutions qui sont définies par des partenaires qui existent déjà. C'est le cas avec Google, avec Accenture. On travaille sur différents types d'offres pour éviter de partir de zéro. Mais voilà, l'enjeu, c'est d'aller vers une entreprise pilotée par la data, data-driven. C'est ça qui permettra de se différencier au niveau de la compétition. Et puis avec un rôle central qui reste toujours majeur, c'est le rôle de l'humain aussi sur ces projets. L'IA n'est qu'un élément de plus dans les outils à disposition de l'humain. Elle est complémentaire, voilà, elle ne le remplacera pas. Très bien, merci Pierre en tout cas pour cette expertise et pour comment éclairer l'avenir avec l'IA et la data dans le cloud. Merci en tout cas. Merci.